Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. L'heure de vérité pour la révision constitutionnelle. Après 2 semaines de consultation, Édouard Philippe remet cet après-midi sa copie à Emmanuel Macron. L'exécutif va-t-il trouver la solution qui pourra éviter le blocage du Sénat? Élément de réponse dans cette édition. Autre dossier sensible, la réforme de l'assurance chômage. Si le gouvernement entend ouvrir l'indemnisation aux démissionnaires et aux indépendants, il souhaite aussi renforcer le contrôle des chômeurs et revoir la définition d'une offre raisonnable d'emploi. Le débat à suivre. La protection des données arrive en examen au Sénat. Ce texte révise la loi informatique et liberté de 1978. Objectif, assurer plus de transparence aux internautes sur l'utilisation de leurs données personnelles et leur permettre aussi de les effacer. On en parle dans un instant. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir sur Twitter avec le hashtag Sénat360. Pour m'accompagner cet après-midi, Saveria Rojek en direct de la salle des conférences du Sénat. Le multiplex, c'est tout de suite. Après 2 semaines de consultation, Édouard Philippe remet sa copie à Emmanuel Macron sur la révision de la Constitution. Les entretiens du Premier ministre n'ont pas permis de dégager un consensus sur les fameuses lignes rouges définies notamment par le Sénat, même si des différences sont apparues entre droite et centre. Quentin Calmy. Bientôt la fin du suspense institutionnel. Depuis 10 jours, le Premier ministre s'entretient avec tous les groupes politiques du Parlement. Et c'est cet après-midi à l'Elysée qu'Édouard Philippe et Emmanuel Macron doivent trancher et décider des mesures de la réforme. L'exécutif pourrait ainsi proposer une dose de proportionnelle aux législatives, ainsi que la réduction du nombre de parlementaires. Autre mesure, une limitation du droit d'amendement afin d'accélérer la procédure parlementaire. Avec un risque majeur, voir le Sénat à majorité de droite et du centre bloquer certaines mesures. Hier encore, son président Gérard Larcher maintenait d'importantes lignes rouges. Le premier des piliers, je vous le dis, c'est qu'en aucun cas, le Parlement ne peut sortir affaibli de la révision constitutionnelle. Le second des points, c'est le territoire. Et donc la représentation des parlementaires sur le territoire. Ce sont nos 2 piliers. Et les territoires qui soient urbains, périurbains, qui soient ruraux, qui soient aussi ultramarins. C'est ces 2 piliers-là qui nous guident. Une intransigeance qui n'est pas partagée par tous à droite. Ce matin, du bout des lèvres, le maire de Bordeaux semblait conseiller de voter ces mesures. Les Français voient avec sympathie la baisse du nombre de parlementaires, donc il faut le faire. Le cumul des mandats dans le temps, ok, c'est également populaire. Autre problème, quelle dose de proportionnel? Depuis plusieurs mois, le président de l'Assemblée nationale, François de Rugy, propose 25%, quand Gérard Larcher milite pour 10%. Samedi, ce sont les centristes qui ont pris clairement position dans ce dossier. On envisagerait, dans les hautes sphères de l'État, une dose de proportionnel pour l'élection législative à hauteur de 10%. Je le dis, si c'est cette dose-là, ce sera sans nous. Et nous ne participerons pas à une tartufferie. C'est avec tous ces paramètres, plus les propositions de son Premier ministre, qu'Emmanuel Macron doit maintenant trancher. Réponse en Conseil des ministres au plus tard mi-mai. Et quelle place pour la Corse dans cette révision constitutionnelle? L'exécutif corse était de nouveau reçu par Jacqueline Gourault. Cet exécutif qui juge le projet du gouvernement très en deçà des attentes. Les explications d'Adrien Develay. Dernière ligne droite dans les négociations entre le gouvernement et l'exécutif corse. Ce matin, la secrétaire d'État Jacqueline Gourault recevait Gilles Simeoni et Jean-Guy Talamoni. Un rendez-vous peu concluant, en forme de rétropédalage pour les représentants nationalistes. Nous regrettons que les propositions du gouvernement en l'état tournent résolument de dos à la logique de l'autonomie, qui est la capacité d'une collectivité à édicter ses propres normes. Hier, la secrétaire d'État avait déjà averti que le statut d'autonomie ne serait pas inscrit dans la réforme constitutionnelle. Je tiens à préciser qu'aujourd'hui, la collectivité de Corse, a été créée par la loi ordinaire. Et donc peut être supprimée à tout moment, c'est ce que vous voulez dire. Voilà. Nous l'inscrivons dans la Constitution. C'est, au fond, on sanctuarise la collectivité de Corse qui, pour être modifiée, devra passer désormais par une réforme constitutionnelle si la réforme passe. Les négociations pour le statut particulier de la Corse finissent vendredi. 8 ministres ont également prévu de se rendre sur l'île de Beauté avant le mois de juin. Des visites ayant pour but d'évaluer la situation et les besoins des habitants.
Nous allons continuer à travailler, y compris dans tous les domaines du quotidien et en cherchant à obtenir à l'occasion des visites ministérielles un certain nombre d'avancées. Nous continuerons également à plaider pour une évolution du projet d'article constitutionnel qui va être soumis à l'avis du Conseil d'État et à la discussion dans les prochaines semaines et les prochains mois. La réforme constitutionnelle est attendue pour l'été. Et on va retrouver Saveria Rojek en direct de la salle des conférences du Sénat avec Hervé Marseille, le président du groupe centriste de la Haute Assemblée. C'est à vous. Bonjour Hervé Marseille, Bonjour. Merci de répondre à nos questions. Édouard Philippe qui rend donc sa copie, bien sûr, aujourd'hui au chef de l'État. Dans quel état d'esprit vous abordez cette réforme majeure? Je rappelle bien sûr que vous avez une position pivot, une position centrale, j'allais dire, puisque votre groupe représente 50 voix ici au Sénat. Écoutez, le président de la République a annoncé au Congrès au mois de juillet dernier qu'il souhaitait effectuer cette réforme. Il en a donné les grandes lignes, améliorer l'efficacité du Parlement, améliorer le travail parlementaire, la fabrique de la loi, faire en sorte que ça aille plus vite. On ne peut qu'être d'accord, j'allais dire, sur les objectifs. Alors comment mettons tout ça en œuvre? Maintenant, il y a eu un travail collectif qui a été effectué à l'initiative du président Larcher, ici avec tous les groupes. Et puis, il y a eu des propositions qui ont été faites. Alors, sur l'essentiel, il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous sommes d'accord. Et d'ailleurs, nous souhaitons faire aboutir cette réforme. Nous ne souhaitons pas pinailler, nous ne souhaitons pas contrecarrer cette réforme, nous souhaitons qu'elle aboutisse. C'est déjà un premier point. C'est un message important. Hervé Marseille, il y a un hiatus entre la droite, entre le Républicain et vous, sur la dose de proportionnelle. Gérard Larcher, le président du Sénat, l'a dit hier, il pencherait plutôt sur 10%. Le gouvernement, l'exécutif, serait plutôt sur 25%. Où est-ce que vous posez le curseur, justement, sur cette question de la proportionnelle? Écoutez, traditionnellement, les gaullistes sont toujours pour le scrutin majoritaire contre la proportionnelle. Et traditionnellement, les centristes ont toujours été pour la proportionnelle. D'ailleurs, François Bayrou a exprimé un point de vue exigeant 100 députés élus à la proportionnelle, le président de l'Assemblée nationale aussi, François de Rugy. Nous souhaitons de la proportionnelle. Le président dit on va introduire la proportionnelle. Si on introduit la proportionnelle, ça ne peut pas être quelque chose d'anecdotique, où on fait ou on ne fait pas. Donc, entre les lignes, vous nous dites vous êtes plus proche des 25% proposés par Édouard Philippe plutôt que des 10% de Gérard Larcher. C'est bien ça? Voilà, c'est une différence, c'est comme ça. Chacun l'assume. C'est conforme à nos traditions et à l'esprit qui nous anime. Nous souhaitons qu'il y ait une dose significative de proportionnelle. Et sur le non-cumul des mandats sur le scrutin majoritaire, on avait un congrès samedi dernier, vous y étiez, Public Sénat. Jean-Christophe Lagarde a fait une proposition. Elle n'a pas été très entendue. Chaque fois qu'on dit proportionnel, on dit c'est l'instabilité, ça va être le chaos, regardez l'Italie, regardez l'Allemagne. Je ne vais pas rentrer là-dedans, ça n'a rien à voir parce que la dose de proportionnel n'est pas la même. On a proposé également que pour stabiliser les groupes, on fasse un scrutin majoritaire à un tour, au scrutin majoritaire pour ceux qui sont élus dans les circonscriptions. Ce qui permettrait d'avoir une logique majoritaire, des blocs, et puis une logique de proportionnel avec un préciput qui soit de l'ordre effectivement de 20-25%. Voilà. Très rapidement, sur le non-cumul des mandats, Alain Juppé, qui était notre invité ce matin, dit qu'il est suicidaire de contester ce non-cumul des mandats. Est-ce que vous êtes d'accord avec Alain Juppé ? C'est pas suicidaire. Je veux dire, simplement, on ne peut pas passer son temps à dicter aux électeurs ce qu'ils doivent faire. Alors, c'est vrai que le président du Sénat dit on va contre la Déclaration des droits de l'homme, on va trop loin, on encadre trop le droit de vote. Moi, c'est pas un dogme. Je veux dire, s'il faut faire des avancées sur le non-cumul dans le temps, je pense qu'on trouvera des solutions. Ce n'est pas un dogme, ce n'est pas quelque chose d'insurmontable, et je suis sûr qu'on trouvera la solution. Ce n'est pas un dogme, le message est passé. Merci Hervé Marseille d'avoir répondu à la question. Merci. Merci Saveria. Le programme s'annonce donc chargé pour l'exécutif. Le calendrier législatif est rempli jusqu'à l'été, alors que la première épreuve de force sociale est prévue jeudi. Le gouvernement n'entend pas ralentir le rythme des réformes. Fabien Recker. Pas moins de 7 projets de loi lancés en l'espace de 2 mois. Le calendrier des réformes impulsé par l'exécutif a des allures de marathon. Pour le ministre de l'économie, pas de temps à perdre. Et c'est maintenant que ça se joue. Après, il sera trop tard. Si nous attendons encore 1 an
1 an et demi, 2 ans pour prendre les décisions nécessaires. Nous allons nous retrouver à la vitesse de la lumière à la fin du quinquennat. Les Français diront tout ça pour ça ? Mercredi, le Conseil des ministres examinera le projet de loi sur les violences sexistes et sexuelles. Suivront 2 nouvelles lois sur le logement et la réforme de la politique pénale. En avril, ce sera le tour de l'assurance chômage et de la formation professionnelle. En mai, une nouvelle loi sur les entreprises. D'ici l'été, le gouvernement veut aussi présenter un projet de loi contre la fraude fiscale, sans oublier les chantiers de la SNCF et de la réforme constitutionnelle. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent s'il faut accélérer le rythme des réformes, ralentir le rythme des réformes. C'est une question que je ne me pose pas. La question qui me semble la plus importante, c'est celle des effets pour les Français de ces réformes. Réuni en séminaire ce week-end, le gouvernement entend donc tenir la cadence. Mais l'avalanche de mesures ne nuit-elle pas à la lisibilité de la politique d'Emmanuel Macron ? La priorité pour le gouvernement n'est pas dans l'immédiat d'être forcément compris, mais de mettre le pays en mouvement, de sorte qu'au moment des élections, le pays puisse faire retour sur ce qui a été fait. Une guerre de mouvement donc, en attendant des résultats. Reste le risque d'une coagulation des mécontentements. Prochain test jeudi. Fonctionnaires et cheminots seront dans la rue. Et dans ce contexte, le gouvernement ouvre également le dossier sensible du contrôle des chômeurs. Les sanctions pourraient être renforcées pour ceux qui ne remplissent pas leurs obligations. Une réforme présentée comme la contrepartie de l'extension des droits aux démissionnaires et aux indépendants. Héloïse Grégoire. Renforcer le contrôle des chômeurs, c'était l'une des promesses de campagne du candidat Emmanuel Macron. Cet après-midi, la ministre du Travail va dévoiler le second volet de la réforme de l'assurance chômage devant les syndicats et le patronat. Parmi les mesures proposées, pour les demandeurs d'emploi qui ne sont pas assez actifs dans leur recherche, leur allocation pourrait être réduite de moitié pour une durée de 2 mois. Autre mesure, suite au refus de 2 offres d'emploi jugées raisonnables, les chômeurs risquent une radiation pour 2 mois également. Mais au contraire, la sanction sera allégée lorsque le chômeur ratera sans motif valable un rendez-vous avec son conseiller Pôle emploi. Syndicats et patronat sont d'accord pour rééquilibrer ces sanctions peu appliquées auparavant. Pour cet ancien directeur adjoint de Pôle emploi, ces mesures vont dans le bon sens, même si elles ne concernent que peu de chômeurs. Toutes les études montrent que 90 à 92% des demandeurs d'emploi cherchent réellement du travail. Donc, se focaliser sur le contrôle des demandeurs d'emploi est une chose qui peut médiatiquement être intéressante, mais qui, dans les faits, ne va pas rapporter l'équilibre des comptes. Muriel Pénicaud a déjà fait savoir que les effectifs des contrôleurs de Pôle emploi augmenteraient de 200 agents à 600 d'ici la fin 2018. Le projet de loi sera alors présenté en Conseil des ministres mi-avril et devrait être examiné au Parlement cet été. Et on retrouve Saverien Rojek, toujours en direct de la salle des conférences du Sénat, avec le sénateur socialiste de Paris, Rémi Féraud. C'est à vous. Bonjour Rémi Féraud, merci de répondre à nos questions. Cette idée donc de durcir le contrôle contre les demandeurs d'emploi qui ne rechercheraient pas activement du travail, est-ce que c'est la bonne méthode ? Est-ce que vous ne redoutez pas un plus grand flicage, j'allais dire, des chômeurs ? Personne ne peut être pour la fraude. Donc qu'il y ait des mécanismes de contrôle, et il y en a à Pôle emploi, c'est tout à fait important, c'est tout à fait légitime. Ensuite, ce qui est très étonnant et difficile à accepter, c'est qu'aujourd'hui, la priorité soit mise sur le contrôle des chômeurs, avec des méthodes qui peuvent être assez dures. Nous verrons bien ce qui sort des discussions, alors que nous savons que ce qu'il y a de plus grave aujourd'hui, c'est la fraude fiscale. On l'a vu à propos de plusieurs affaires. Et là, le gouvernement est très silencieux et beaucoup moins pressant. Le gouvernement dit bien qu'il veut rendre les sanctions plus équitables également. Oui. J'ai vu d'ailleurs qu'il y a des mesures qui sont tout à fait entendables. Mais nous verrons bien ce qu'il en sort vraiment. Et il y a quand même une stigmatisation comme ça des chômeurs, comme il y a d'ailleurs des fonctionnaires, des cheminots. Il y a quelque chose de vraiment d'une orientation d'un gouvernement de droite très classique finalement. Ça n'est pas ce à quoi beaucoup de Français s'attendaient. Rémi Féraud, on l'a dit, semaine sociale décisive pour l'exécutif. Est-ce que le 22 mars, jeudi, ça peut être le point de départ d'une grande mobilisation sociale, d'un grand conflit social, j'allais dire, contre les réformes de l'exécutif du président Emmanuel Macron ?
Emmanuel Macron? Je ne le sais pas, personne ne peut le savoir. Tous les syndicalistes diront qu'un mouvement social, on ne sait pas par avance s'il va durer, s'il va prendre, quelle va être son ampleur. Mais oui, je crois qu'il se passe quelque chose et que la mobilisation sociale commence vraiment cette semaine. Vous la souhaitez, l'agrégation, j'allais dire, des mécontentements contre l'exécutif? Je souhaite qu'il y ait une mobilisation sociale, notamment parce que ce gouvernement a tendance à beaucoup négliger, voire mépriser les corps intermédiaires. Nous le savons ici au Parlement, c'est le cas aussi des organisations syndicales. Et donc il est nécessaire que ces organisations syndicales et les salariés se mobilisent pour défendre leurs droits. On a le sentiment néanmoins qu'il y a eu de grandes consultations pour chaque réforme avec les syndicats, justement. Non, il n'y a pas de grande consultation. Et sur la SNCF, absolument pas. Il y a une volonté de mener des réformes, de les mener vite, de les mener souvent par ordonnance. Et sans véritable négociation avec l'ensemble des partenaires sociaux. Je pense que les éléments sont réunis pour qu'il y ait une grande mobilisation sociale, mais ça n'est jamais écrit et nous verrons bien. Vous serez vous-même dans la rue jeudi prochain? Normalement, je serai jeudi après-midi dans la rue. Très bien, merci beaucoup. Merci Rémi Foreau d'avoir répondu à la question. Merci. Merci à vous, Saint-Vérien. En bref, la loi française va être modifiée afin de renforcer les obligations de détection, de signalement et de suppression de contenus illicites sur Internet. Annonce d'Édouard Philippe, le Premier ministre qui a présenté le nouveau plan de l'exécutif contre le racisme et l'antisémitisme. C'était lors d'un discours au Musée national de l'histoire de l'immigration à Paris. On l'écoute. Pour moi, tout ce qui est publié et diffusé en France est publié et diffusé en France et doit donc répondre aux lois de la République. A fortiori quand ces propos virtuels infligent des blessures qui, elles, sont bien réelles. Reconnaissez avec moi qu'il y a de quoi s'énerver. Reconnaissez avec moi qu'aujourd'hui, il est plus facile de faire retirer une vidéo de retransmission en direct d'un match de football sur les réseaux sociaux qu'une atteinte antisémite ou raciste. Le président de la République l'a dit lors du dîner du CRIF, la France défendra au niveau européen un projet législatif pour contraindre les opérateurs à retirer dans les plus brefs délais tout contenu haineux, raciste ou antisémite. Et je pense qu'il ne faut pas, croyez-moi, se contenter de l'espérer. Il faut se battre pour cela. Je vous le disais en titre, la loi sur la protection des données sera examinée dès demain au Sénat. Ce texte, adopté à une large majorité à l'Assemblée nationale, prévoit plus de transparence pour les internautes dans le traitement de leurs données personnelles, mais aussi la possibilité de les effacer. Autre changement, la création d'une majorité numérique. Alors avant d'en parler avec mes invités, les explications de Samia Dechir. C'est désormais l'un de leurs moyens de communication préférés. 60% des 11-14 ans sont inscrits sur un réseau social. C'est le résultat d'une étude menée en janvier par l'association Génération Numérique. Pourtant, il faut normalement être âgé d'au moins 13 ans pour s'inscrire sur Snapchat, Facebook ou Instagram. À l'heure actuelle, c'est l'internaute, quand il s'inscrit, qui décide de donner son âge, qui détermine donc qu'il a bien plus de 13 ans pour pouvoir s'inscrire. Et on voit bien que les enfants sont aussi très nombreux à mentir sur leur âge, parfois avec l'accord de leurs parents. Jusqu'ici, ce sont les réseaux sociaux eux-mêmes qui décident de l'âge minimum d'inscription sur leur plateforme. Le projet de loi de protection des données personnelles examiné cette semaine au Sénat propose de fixer une majorité numérique à 15 ans. En dessous de cet âge, les enfants ne pourraient pas s'inscrire sur un réseau social. Un moyen d'éviter l'exposition à des contenus inadaptés. Si un enfant de 10 ans s'inscrit sur un réseau social alors qu'il devrait en avoir 13, il aura officiellement 15 ans et son profil affichera 18 ans. À partir de 18 ans, les plateformes lui enverront des contenus, des publicités qui correspondront à un majeur, des sites de rencontres ou ce genre de choses. Les sénateurs proposent, eux, de fixer la majorité numérique à 16 ans. Quelle que soit la limite d'âge retenue au final, la loi ne prévoit pour l'instant aucun outil de contrôle au moment de l'inscription sur un réseau social.
On va tout de suite ouvrir le premier débat de Sénat 360 avec mes invités. J'ai le plaisir d'accueillir Sophie Joissains. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes sénatrice centriste des Bouches-du-Rhône. Vous êtes rapporteure de ce projet de loi ici au Sénat. Face à vous, Arnaud de Belenet. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes sénateur La République En Marche de la Seine-et-Marne. J'accueille également Thierry Vallée. Bonjour. Vous êtes avocat au barreau de Paris, spécialisé en droit numérique. Et Arthur Messot est également sur ce plateau. Bonjour. Vous êtes juriste, membre de la Quadrature du Net. Première question pour vous, avant de devenir Sophie Joissains, sur cette question de la majorité numérique. Pourquoi faut-il attendre, a-t-il fallu attendre aussi longtemps pour réviser la loi informatique et liberté? Je rappelle qu'elle date de 1978. Parce que là, il s'agit de mettre en place un règlement européen qui est d'application directe, mais c'est un règlement qui laisse des marges de manœuvre aux États nationaux. Et de fait, ce sont ces marges de manœuvre qu'effectivement nous allons mettre en œuvre, introduire dans la loi, avec en même temps la transposition d'une directive sécurité, et puis les dispositions de la loi de 78 qui ont fait de la France, je dirais, le pays phare en matière d'informatique et de liberté. Ouais. Aujourd'hui, c'est vrai que les pouvoirs de la CNIL semblent bien éloignés des préoccupations actuelles en matière de protection des données. Arnaud de Belenet. Oui, la France avait un temps d'avance, l'Europe a un temps d'avance dans le monde, et nous sommes dans cette situation de transposer le droit européen en adaptant quelques situations. Alors, la CNIL a un pouvoir aujourd'hui qui est de contrôler les déclarations préalables. Et ce qui va changer, un des points fondamentaux qui vont changer, c'est que la CNIL sera dans un contrôle a posteriori, puisque chacune des entités qui manipulent les données aura l'obligation d'être responsable, de prendre les mesures et devra en rendre compte a posteriori. On n'est plus dans un système de déclaration à la CNIL, mais bien dans un système de contrôle qui sera assuré par la CNIL, ce qui est une vraie révolution pour elle, et qui pose évidemment quelques questions pratiques. J'imagine qu'on y reviendra. Thierry Vallée, comment on protège aujourd'hui des données personnelles ? Comment on protège les données personnelles? Elles ne sont pas toujours bien protégées par notre faute, parce qu'on les donne trop facilement. Les internautes sont souvent amenés à les donner sans trop réfléchir. Bon, je crois qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'efforts pédagogiques qui sont faits de manière à leur permettre d'éviter d'utiliser ces données qui sont une manne pour les réseaux sociaux ou pour les GAFA. Écoutez, les protections, elles sont... la CNIL, bien évidemment, est extrêmement vigilante à tout ça. Je voulais attirer votre attention sur le fait que le gouvernement a pris une position idéologique, ou plutôt symbolique, de conserver la loi informatique et liberté, qui, comme vous le rappeliez, tous deux, était une des premières précurseurs en 78, il y a 40 ans maintenant, qui était justement précurseur pour ces données personnelles. Et avant, ça s'appelait des informations nominatives. Maintenant, c'est devenu des données personnelles depuis la transposition des directives de 95. La France était là, en revanche, déjà un peu à la traîne. C'est qu'en 2004 que la transposition de la directive est intervenue. Aujourd'hui, on est encore un petit peu à la traîne, malheureusement, en France, pour transposer. On aurait pu le faire directement, comme le rappelait Madame la rapporteure. Donc, on aurait pu directement utiliser le RGPD, donc le règlement européen, dans sa possibilité. Bon, il y a des options, bien évidemment, mais néanmoins, cette possibilité d'utiliser cette loi informatique et liberté, toute symbolique qu'elle est, va poser des problèmes pratiques, comme vous le rappeliez. Alors lesquels? On va rentrer dans le vif du sujet. Lesquels? De nombreux, parce qu'on va adapter en fait une loi informatique qui a déjà été modifiée, et on a même prévu, le gouvernement a prévu un titre 4 qui est attention, la loi va devenir illisible, donc autorisez-nous à nous habiliter par ordonnance à la changer dans les 6 mois. Donc ce qui voudrait dire que pratiquement la future loi qui va être discutée demain et après-demain au Sénat est déjà quasiment morte-née. Alors la commission... presque. La commission donc des lois du Sénat a heureusement, me semble-t-il, pris le parti de manière extrêmement ferme de supprimer ce titre 4. On verra ce que ça va passer. On verra si la commission paritaire qui sera derrière amenée à en discuter va le rétablir. Enfin, il faudra que le gouvernement peut-être s'en explique. C'est vrai que ça risque d'être un peu compliqué à mettre en place. Arthur Messot, quel regard portez-vous justement sur ce projet de loi? Est-ce qu'il peut atteindre son objectif qui est celui de protéger les données personnelles aujourd'hui? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le 25 mai prochain, il y a une grande loi européenne, là on a dit le règlement RGPD, qui va rentrer en application tout seul. On n'a pas besoin de projet de loi pour ça. Et en fait, il y a vraiment des avancées importantes
qu'apporte cette loi européenne et qui vont nous permettre vraiment de combattre contre les GAFAM comme on ne pouvait pas le faire jusqu'à aujourd'hui, qui donne beaucoup d'espoir. Et en fait, le projet de loi qu'on discute aujourd'hui, il n'a pas vraiment beaucoup de conséquences sur ça. Il va traiter des petits points de détail, mais le gros du combat, le gros de nouveaux espoirs qu'on va avoir, c'est un débat, c'est une victoire qu'on a eue il y a 2 ans déjà au niveau de l'Union européenne. Et ça, c'est acquis, on ne va pas revenir dessus. Le débat aujourd'hui, on va parler d'enfants, d'une certaine forme d'action de groupe. L'action de groupe, ça existe déjà. Hein. Donc je préfère qu'on se penche plutôt sur le 25 mai, sur qu'est-ce qu'on va faire pour agir, pour lutter contre ces géants qui jusqu'à présent nous empêchaient un peu de nous défendre, alors qu'aujourd'hui on a vraiment des nouveaux moyens de se défendre. Je préfère qu'on parle de ça plutôt que de l'âge des enfants, 15 et 16 ans, quand est-ce qu'on est enfant, sachant que ça ne changera rien de toute façon, vu qu'au final c'est les parents qui doivent assurer un suivi, c'est pas du tout la loi qui va fixer en disant à partir de 15 ans vous devez être protégé. Non, c'est les parents qui doivent, et la société dans son ensemble qui doit protéger les enfants. C'est pas un vrai débat tout ça. Alors Sophie Joissaint, peut-être votre réponse justement sur la modification de la majorité numérique, puisque à l'Assemblée les députés ont voté 15 ans, le Sénat a préféré 16 ans. Pourquoi ? Alors en fait, le règlement général de protection des données nous donne une fourchette d'âge qui va de 13 à 16 ans et les députés ont décidé 15 ans. Nous, c'est pas que nous soyons contre, et je pense au niveau global, 15 ou 16 ans, parce que comme le disait Monsieur Messot à l'instant, effectivement, l'Internet c'est déclaratif, donc il est très compliqué d'arriver à vérifier la véracité des données, mais dans le même temps, il y a quand même des dangers très fort, qui réside dans justement le fait de livrer ces données personnelles comme ça sur Internet. Et je pense qu'il faut avoir de véritables critères pour décider de l'âge. Donc par sagesse, nous avons décidé de laisser l'âge pour lequel la France s'était battue et qui est celui préconisé par la CNIL à l'origine. Mais dans le même temps, nous attendons un rapport de Catherine Morin-Desailly sur l'éducation numérique pour justement avoir de véritables critères qui nous permettent à la fois de fixer un âge, mais aussi et surtout, je pense, un régime juridique. Voilà, qui pourrait toucher les opérateurs, notamment au niveau des avertissements, des filtres. Voilà. Je reviens à cette question, Arnaud de Belenet, aujourd'hui. Comment on fait pour protéger les données ? Et on voit que les entreprises, avec ce passage d'un contrôle a priori à un contrôle a posteriori, vont être dans l'obligation de justifier, par exemple, quand elles se font voler certaines données. Ça paraît très compliqué. Ça paraît très compliqué. Il y a un certain nombre de règles simples, responsabilisantes, qui techniquement peuvent très bien être mises en œuvre. Et effectivement, il est important de rappeler que la réglementation européenne, harmonisée et négociée âprement à l'échelon européen, pas seulement par les institutions et les élus, par tout un tas d'organismes dont vous faites partie, est mise en œuvre le 25 mai. Et qu'effectivement, nous sommes, pour le législateur, et notamment le Sénat, dans une discussion sur des sujets qui peuvent paraître de détails, mais qui ont leur importance. C'est quelques exonérations sur les données sensibles, notamment en matière de sécurité. C'est une vigilance... Les données biométriques, par exemple ? Une vigilance, un sujet sur les données biométriques ou les données de santé. C'est aussi pour le Sénat... l'adaptation de ce règlement européen à la réalité des collectivités territoriales et particulièrement des petites. J'imagine que Sophie Joissaint souhaitera s'exprimer sur ce sujet important aussi. Donc, ce sont aussi des sujets de mise en œuvre adaptés à la réalité de notre pays, de ce règlement européen. Et je crois qu'il est sain, qu'il est sain que la France autorise le gouvernement à apporter dans l'avenir les quelques mesures nécessaires d'adaptation. C'est simple, sage, pragmatique, et justement pour pouvoir s'adapter aux éventuelles difficultés de mise en œuvre pratique qui émergeraient, je pense nécessaire d'autoriser le gouvernement à adapter les dispositions demain. C'est un des petits sujets qui font débat, mais qui méritent des prises de position pragmatiques et claires, parce qu'on n'est pas sur les grands enjeux de fond, bien qu'il y ait un amendement Quant sur lequel vous avez une expertise plus forte que la mienne, qui fait débat lui aussi. Maître Valin, on voit bien aujourd'hui les difficultés en matière de confidentialité, et Arthur Messot le rappelait, notamment par rapport au GAFA. Aujourd'hui, quels sont justement les moyens pour un citoyen s'il veut demander un droit de regard sur ses données personnelles ou encore un droit à les effacer? Ça fait partie du texte. Voilà, absolument. Le texte prévoit de manière beaucoup plus facile aujourd'hui de tenir ce qu'on appelle le droit d'opposition, ainsi que le droit à l'oubli sur Internet, donc qui aujourd'hui existe. Les différentes décisions européennes de la Cour de justice l'ont proclamé. On a un certain nombre aujourd'hui de possibilités, mais
C'est toujours un peu compliqué, les réseaux sociaux ne répondent pas forcément toujours. Les entreprises auxquelles des particuliers vont pouvoir avoir recours pour savoir un peu à quelle sauce leurs données personnelles sont mangées n'ont pas toujours la porte bien ouverte. Là, aujourd'hui, il y aura une obligation pour n'importe quelle entreprise, petite ou grande, d'expliquer aux personnes si elles traitent les données, qu'est-ce qu'elles en font, est-ce qu'elles les recèdent, est-ce qu'elles ont, dans quel fichier, et si la personne veut les faire effacer, elle pourra le faire. Donc on a vraiment une responsabilisation, comme vous le disiez fort justement, des entreprises, petites et grandes. Les cabinets d'avocats n'y couperont pas non plus. Nous sommes aussi, bien évidemment, sur cette lancée. Donc ça sera beaucoup plus facile pour obtenir un véritable droit à l'oubli, un droit à l'opposition. Vous partagez cet optimisme, Arthur Messot. Il y aura une harmonisation, notamment au niveau européen, pour cet effacement des données. Ouais, comme je vous l'ai dit, l'optimisme, on peut l'avoir. Les lois européennes, elles sont intéressantes, on va les utiliser. Par contre, il y a un autre point sur lequel on est beaucoup moins optimiste. C'est comme l'a rappelé Mme Joissaint, ce texte, le projet de loi qui est débattu, il a deux objectifs. D'abord, le premier, adapter le droit français au RGPD. Ça, on vient d'en parler. Et le second, c'est transposer la directive sécurité. Et ça, on en parle beaucoup moins. Donc cette directive, elle a été adoptée par l'Union européenne il y a 2 ans, en même temps. Et elle vise à encadrer les activités de surveillance à des fins de lutte contre les infractions. Donc nous, assez simplement, on a dit, mais génial, parce que dans cette directive, il y a 2-3 choses qui sont utiles. Droit au recours, droit à l'information, contrôle par une autorité indépendante de l'administration quand elle nous surveille. Donc ça tombe bien parce que c'est autant de points sur lesquels, en France, les services de renseignement ne respectent pas cette directive. Donc on va pouvoir corriger l'activité des services de renseignement en transposant cette directive. Donc on est allé à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, on nous a dit non. Il est hors de question qu'on aborde ce sujet. Ça a été traité dans la loi de 2015, la loi renseignement. On ne veut pas rouvrir ce sujet qui est trop compliqué. Mais en même temps, alors ne transposez pas la directive. Si vous ne voulez pas transposer, si vous ne voulez pas respecter le droit européen, faites pas semblant de le faire. Donc on est venu au Sénat, on a dit avec Mme Joissaint, qui peut-être s'expliquera, mais manifestement n'a pas voulu non plus ouvrir ce débat. Bon, heureusement, il y a d'autres sénatrices, Mme Bruguière qui est les Républicains, aussi Mme Benbassa qui est plutôt à l'opposé. Donc les deux qui ont proposé d'ouvrir ce débat. Donc le débat commence demain au Sénat. Mardi. Donc là, on espère qu'enfin on pourra parler des vrais sujets. Cet aspect, effectivement, concernant peut-être les administrations et leur utilisation qui sont faites de nos données personnelles. Alors effectivement, la transposition de la directive a un champ d'application qui est le domaine pénal. Elle ne touche pas tout ce qui est sûreté nationale ni défense nationale. Donc à partir de là, il est vrai que l'activité... Mais si, c'est le sujet. La lutte contre la délinquance organisée, c'est pénal. Les activités de renseignement sur les fichiers qui ne sont pas mixtes, effectivement, verront l'application du RGPD. Mais de la directive. Mais en revanche, dès qu'il y a des fichiers mixtes qui concernent aussi la sûreté nationale, ça ne rentre pas dans son champ d'application. Oui, mais la sécurité nationale, c'est pas ça. La sûreté nationale... En fait, il faut savoir que les services de renseignement, leur activité principale jusqu'à 2015, c'était la lutte contre la délinquance et la criminalité organisée. Là-dedans, on va avoir blanchiment d'argent, trafic de drogue. Après aussi, on peut trouver les luttes contre les manifestations non déclarées. Donc tout ça, c'était l'activité principale. Et on a aussi le terrorisme qui a grandi. Et en fait, toutes ces activités-là, au niveau de l'Union européenne, c'est pas qualifié de sécurité nationale. Jusqu'où peut-on aller justement en matière de surveillance de ces données, Arnaud de Belenet? J'entends que pour quelques-uns, on va trop loin. Et pour d'autres, à l'inverse, on ne va pas assez loin. Ce qui semble sain, c'est que cette transposition de la réglementation européenne permette à ceux qui détiennent des prérogatives de puissance publique, l'État et les collectivités, d'être partiellement, même si ça ne plaît pas, exemptés d'un certain nombre de règles et surtout en fait de sanctions. Dans la réalité, c'est quand même plutôt les sanctions dont certains sont exemptés. Quand il s'agit de notre sécurité, ça paraît assez évident parce que tout est interdépendant en matière de lutte, notamment contre le terrorisme. Effectivement, les services de sécurité traitent de blanchiment, de contrebande, tout un tas de sujets. Aussi, hein. Mais c'est souvent l'activité. Je ne suis pas un spécialiste de la sécurité, mais on sait que les choses sont interconnectées et donc il paraît sain, au moins dans les années qui viennent, quitte à ce que le gouvernement adapte la réglementation s'il est habilité à le faire un petit peu plus tard, dans les années qui viennent, on préserve
certaines marges de manœuvre à nos services de sécurité. En fait, l'Union européenne n'est pas d'accord avec vous. En fait, ce débat-là, il a été fini il y a 2 ans. Oui, mais ça fait partie de la compétence nationale que de pouvoir... Non, sur le terrorisme, c'est une compétence européenne, en fait. C'est pas une compétence nationale. Non, oui, mais dans les règles, vous avez raison. Mais dans les marges de manœuvre de l'État, et notamment sur les sanctions, et c'est le cas de l'article 6... Sur les sanctions, non, je ne parle pas des sanctions, moi. Je parle en contrôle indépendant, droit au recours, droit à l'information. Sur ça, les personnes qui sont surveillées n'ont pas droit au recours dans certaines circonstances, ne sont jamais informées des mesures. Ça, c'est une violation pure et simple du droit de l'Union européenne. Donc on ne peut pas venir courir... Le champ d'application de la directive s'arrête à la sûreté nationale, oui, mais la sûreté nationale, c'est pas le terrorisme. C'est pas le terrorisme, c'est pas la délinquance, c'est la criminalité organisée. On ne peut pas mettre non plus en danger ce type de fichier. Il fallait négocier ça il y a 2 ans. On verra que le débat se poursuivra dans l'hémicycle. Sophie Joissains, je voudrais également vous entendre sur l'aspect des collectivités territoriales. Oui, on sait que y revenir. Le Sénat, justement, a souhaité intégrer ces collectivités dans ce projet de loi. Oui, en fait, pourquoi aussi il n'y a pas eu d'habilitation pour faire une ordonnance, pour que l'État fasse une ordonnance, c'est tout simplement que l'État n'a pas du tout traité ni la question des TPE, PME, que heureusement l'Assemblée nationale a traité, mais pas du tout celle des collectivités territoriales. Il faut savoir que la plus petite commune peut être touchée par ce règlement européen. Elle a une cantine, il va y avoir un problème d'allergie, l'allergie d'un enfant, allez hop, c'est une donnée sensible, une donnée de santé. Il va y avoir des enfants qui mangent du porc, d'autres qui n'en mangent pas, donnée sensible aussi parce que problème religieux. Tout le monde peut être touché. Toutes les collectivités ont des fichiers à traiter. Je ne parle même pas des CCAS qui recueillent des données de vie privée largement approfondies. Et tout le monde peut être en danger par rapport à ces sanctions dans la mesure où ils n'ont pas eu le temps, parce que pas la connaissance, de se mettre en ordre de marche. C'est la raison pour laquelle la commission des lois a été unanime pour demander effectivement que les amendes que la CNIL peut donner aujourd'hui, qui vont quand même jusqu'à 10 millions d'euros, avec ce texte, ou à 2% du chiffre d'affaires mondial. Donc, c'est ça que ça ne concernera pas les collectivités, mais on les a exemptées de toute amende, de toute astreinte. Et en même temps, on a demandé à ce que, effectivement, l'action de groupe en réparation soit repoussée de 2 années par rapport à elle. Maître Vallat, peut-être sur cet aspect, il fallait exempter les collectivités territoriales de ces devoirs en matière de protection des données. Je pense que c'est... Pas de ces devoirs. Il s'agit simplement de repousser, parce qu'auparavant, il y avait l'obligation d'avoir ce qu'on appelle un correspondant informatique et liberté, mais il n'avait presque pas de pouvoir, Il avait un contrôle. Sur les grosses collectivités, il pouvait avoir un rôle important, mais pas du tout sur les petites collectivités. Je crois qu'il ne faut pas se leurrer. De toute façon, quasiment toutes les dispositions qui vont être transposées, pour ça comme ça, du RGPD dans la nouvelle loi sécurité-liberté, vont avoir une période d'adaptation. La CNIL ne va pas immédiatement jouer au garde-chour, mais voilà, parce que un respect d'une règle ne va pas tout de suite être appliqué. Bon, alors le repousser d'emblée est peut-être pas forcément la meilleure solution, parce que ça donne peut-être un signal un peu, je ne vais pas dire de laxisme, mais enfin en tout cas d'une certaine tolérance peut-être un peu trop importante. Il était important que les collectivités territoriales soient incluses dans le champ, et justement pas suffisamment explorées par le texte gouvernemental. Voire pas du tout, vous avez tout à fait raison. Pas mentionné une seule fois. Ça permet au Sénat de jouer son rôle. Mais c'est ce qui est très simple. Je suis, voilà, en tout cas les commissions respectives ont travaillé, des amendements vont être déposés. Bon, de toute façon, ce règlement, il était indispensable. Il est intervenu en 2016 et c'était une excellente chose, parce que là, vraiment, on a un cadre maintenant beaucoup plus protecteur pour l'ensemble des particuliers, des entreprises, tout un chacun. Et je crois que, bon, passer les quelques mois, peut-être l'année de démarrage après le 25 mai, qui va être une date pas butoir, heureusement pour la CNIL, de déparage des sanctions. Je ne le crois pas, je crois qu'ils vont faire... nous, dès le 25 mai, on y va. D'une certaine mansuétude. En tout cas, c'était totalement indispensable que ce règlement intervienne, et les Français sont, peut-être le transposent un peu tard. Oui. On a entendu le Premier ministre, dans le cas en fait, du plan national de lutte contre le racisme et l'antisémitisme, s'inquiéter de voir qu'aujourd'hui, je le cite, vous l'avez entendu comme moi, on peut plus facilement bien faire retirer du net une vidéo de football lorsque, par exemple, on n'a pas les droits qu'un propos raciste ou antisémite. Quand on voit aujourd'hui ce texte qui va permettre d'effacer les données, on a du mal à imaginer comment on va pouvoir, en tant que citoyen, justement, saisir la justice et pour procéder à ce type d'effacement. Oui, mais qui est la volonté du gouvernement de poursuivre ceux qui commettent des infractions au code pénal sur le net,
et notamment sur les réseaux sociaux, en croyant qu'il y a une forme d'impunité sur ces réseaux, que le Premier ministre et le gouvernement mobilisent l'ensemble des outils et disent vouloir le faire, est sain. Et puis, à côté de ça, il y a un certain nombre de données personnelles qui seront davantage protégées, davantage de droits pour chacun pour se protéger. On n'est plus dans le champ d'application d'infractions pénales. Là, on cherche à protéger les données de chacun. Et puis évidemment, des améliorations dans ce texte avec ce rôle de la CNIL de contrôle, des sanctions pour les différents acteurs qui utilisent ces données, et puis des adaptations pratiques qu'on a évoquées sur ce texte. Donc voilà des textes européens qui finalement vont être appliqués en France et adaptés en France de manière assez rapide, en moins de 2 ans, avec des enrichissements notamment du Sénat. Je trouve qu'il y a là des points positifs, même si les experts du quotidien sur ce sujet-là disent qu'il y aura forcément des adaptations et donc sans doute est-il sain que nous puissions y revenir et que le gouvernement puisse y revenir dans les mois et années qui viennent. Très rapidement, Arthur Messot. Juste sur l'impunité sur les réseaux sociaux, c'est du délire total. Hein. Des gens qui écrivent des conneries sur Facebook et qui sont poursuivis pour ça, il y en a, et qui sont condamnés aussi. Hein, ce que vous publiez en France... que vous publiez, vous allez être poursuivi, vous allez être soumis au droit français. Là, ce que M. Philippe fait, c'est une blague. Il parle à des vieux qui ne connaissent pas du tout Internet, mais n'importe qui a moins de 45 ans sait très bien que non. Ce qu'on met sur Internet, ça nous engage, nous, et on peut être poursuivi pour ça. J'en ai défendu un ce matin. Voilà. Un blogueur, ce matin. Par contre, mais l'honnêteté oblige qu'il y a quand même un souci d'identification des auteurs. Mais sur Facebook, on est obligé de mettre son vrai nom. On y arrive. Si vous demandez à Twitter qui est derrière une adresse IP, ils le savent, voilà. Mais il faut des moyens de contrôle et des moyens d'investigation qui aujourd'hui sont insuffisants ou ne sont pas suffisamment mobilisés, et que le gouvernement dise nous allons accentuer la capacité à agir, à contrôler et à investiguer pour qu'il puisse y avoir une fonction. Il dit ça dans le vent, il sait pas trop. C'est très concret, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont être payés pour faire ce travail d'identification des adresses IP des auteurs d'infractions. Merci Sophie Joassin. Mais insuffisant. Je suis plutôt d'accord, mais dans le même temps, il faudra quand même faire très attention à la liberté d'expression. Voilà. Sacré garde-fou. Le débat commence demain dans l'hémicycle. Merci à tous les 4. Merci. Vladimir Poutine a largement reconduit hier à la tête de la Russie avec 56 millions de voix. Le président russe a été réélu pour un 4e mandat. Une pression importante a été exercée sur les électeurs, même s'il s'en défend. On l'écoute. Nous sommes prêts à coopérer, nous l'avons dit tout de suite. Nous sommes prêts à participer aux enquêtes nécessaires, mais pour cela, il faut que la partie d'en face soit aussi intéressée. Pour l'instant, nous ne le voyons pas, mais nous n'enlevons pas de l'ordre du jour la possibilité de travailler ensemble. Enfin, n'importe quel homme sensé peut comprendre que c'est du grand n'importe quoi, que ça n'a pas de sens que quelqu'un en Russie puisse se permettre de faire de telles choses juste avant l'élection présidentielle et la Coupe du Monde de football. C'est tout simplement inimaginable. Voilà, Vladimir Poutine qui répondait aux accusations d'empoisonnement d'un ancien espion russe sur le sol britannique. Et on va retrouver Saveria Rojek pour une réaction à cette réélection de Vladimir Poutine. Vous êtes avec Christian Cambon, c'est le président de la Commission des Affaires étrangères ici au Sénat. Bonjour Christian Cambon. Bonjour. Merci de répondre à nos questions. Ce nouveau sacre de Vladimir Poutine, plus de 75% des voix, une opposition affaiblie qui dénonce des fraudes électorales, un climat de vote obligatoire. Votre réaction en tant que président, bien sûr, de la Commission des Affaires étrangères du Sénat? Je prends acte déjà du résultat, qui est un résultat important, car c'est quand même un pays qui compte dans la géopolitique et la géostratégie. Donc il est très important de savoir comment les choses se sont passées. Nous avions du reste des sénateurs et des députés qui, au titre de l'OSCE, étaient là-bas comme observateurs. Donc leur rapport sera intéressant. Le résultat est quand même clair. Il y a beaucoup de présidents de la République qui, dans des pays démocratiques, aimeraient recueillir de tels résultats. Mais enfin, on en prend acte. Et nous allons continuer à dialoguer avec la Russie, car c'est un acteur important. Vous appelez aujourd'hui Emmanuel Macron justement à adopter cette position-là de dialogue. On sait que le chef de l'État a appelé Vladimir Poutine il y a 1 heure pour le féliciter et néanmoins lui parler de cette question des armes chimiques. Alors, je pense que c'est la bonne méthode. Il faut le féliciter parce que quand on gagne une élection, généralement, on est félicité. Et ça n'empêche pas de dire un certain nombre de choses. La France
a sur ce sujet un certain nombre de points de vue, que ce soit sur la Crimée, sur l'Ukraine, sur ce qui s'est passé en Angleterre, sur les conditions dans lesquelles le vote a pu se dérouler. Mais il faut se parler, il faut dialoguer. Vladimir Poutine a replacé au premier rang sur la scène internationale au prix d'un climat de tension sans précédent avec les Occidentaux depuis la guerre froide. Ça, c'est une vérité. C'est vrai qu'il y a des tensions qui n'existaient pas depuis 30 ou 40 ans, qu'on n'avait plus vues. Mais nous assistons à une très forte montée en puissance des États qui privilégient leurs propres intérêts. Ça fera du reste partie du dialogue que nous allons avoir prochainement avec une délégation de sénateurs russes. Et nous allons leur dire que si la Russie veut jouer ce rôle international, il faut qu'elle sache aussi respecter un certain nombre de principes qui règlent l'ordre international. Christian Cambon, justement, sur cette question, sur la scène internationale, impossible aujourd'hui de régler le conflit syrien sans l'entremise de Moscou. Hein. Bien évidemment. Et malheureusement, la France elle-même n'a plus la position qu'elle avait dans cette région du monde. Et rien ne se réglera au Levant, en Orient, rien ne se réglera en Ukraine sans la Russie. Donc il vaut mieux dialoguer et parler, et quitte à se dire des vérités, et parfois des vérités qui ne font pas plaisir à entendre. De quel ordre, par exemple, des vérités qui ne font pas plaisir? Si, par exemple, nos sénateurs reviennent de cette observation des élections en Russie pour nous dire qu'ils ont constaté eux-mêmes des choses qui ne collaient pas, il faudra le leur dire. Et on sera tout à fait en état de le faire. Très bien, le message est passé. Merci beaucoup. Merci, Christian Cambon, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci à vous, Saveria. Le programme s'annonce chargé pour l'exécutif. Le calendrier législatif est rempli jusqu'à l'été, alors que la première épreuve de force sociale est prévue jeudi. Le gouvernement n'entend pas ralentir le rythme des réformes. Fabien Recker. Pas moins de 7 projets de loi lancés en l'espace de 2 mois. Le calendrier des réformes impulsé par l'exécutif a des allures de marathon. Pour le ministre de l'économie, pas de temps à perdre. Et c'est maintenant que ça se joue. Après, il sera trop tard. Si nous attendons encore 1 an, 1 an et demi, 2 ans pour prendre les décisions nécessaires, nous allons nous retrouver à la vitesse de la lumière. À la fin du quinquennat, les Français diront « tout ça pour ça ?» Mercredi, le Conseil des ministres examinera le projet de loi sur les violences sexistes et sexuelles. Suivront 2 nouvelles lois sur le logement et la réforme de la politique pénale. En avril, ce sera le tour de l'assurance chômage et de la formation professionnelle. En mai, une nouvelle loi sur les entreprises. D'ici l'été, le gouvernement veut aussi présenter un projet de loi contre la fraude fiscale, sans oublier les chantiers de la SNCF et de la réforme constitutionnelle. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent s'il faut accélérer le rythme des réformes, ralentir le rythme des réformes. C'est une question que je ne me pose pas. La question qui me semble la plus importante, c'est celle des effets pour les Français de ces réformes. Réuni en séminaire ce week-end, le gouvernement entend donc tenir la cadence. Mais l'avalanche de mesures ne nuit-elle pas à la lisibilité de la politique d'Emmanuel Macron? La priorité pour le gouvernement n'est pas dans l'immédiat d'être forcément compris, mais de mettre le pays en mouvement, de sorte qu'au moment des élections, le pays puisse faire retour sur ce qui a été fait. Une guerre de mouvement donc, en attendant des résultats. Reste le risque d'une coagulation des mécontentements. Prochain test jeudi. Fonctionnaires et cheminots seront dans la rue. Et Pascal Perrineau, politologue, est notre invité. Le face-à-face, c'est tout de suite. Bonjour Pascal Perrineau. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On l'a entendu dans ce sujet de Fabien Recker, pas moins de 7 projets de loi en 8 semaines. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de voir l'opinion déboussolée par cette frénésie de réforme? Oui, il y a un risque. Cependant, jusqu'à maintenant, il y a déjà eu un rythme de réforme extrêmement vif et l'opinion n'a pas exercé de pouvoir de blocage. Une grande enquête d'opinion vient d'être faite sur ce que les Français pensent du rythme des réformes. Une majorité simple, 44% des Français disent le rythme est le bon, 20% des Français disent le rythme n'est pas assez rapide, et il n'y en a qu'un gros tiers qui dit voilà, ça peut aller dans le mur. Hein. Donc, pour l'instant, en termes d'opinion, et on sait que les grèves, très souvent aujourd'hui, ce n'est pas simplement les appareils syndicaux qui peuvent appeler à la grève, il faut que ça rencontre un écho dans l'opinion. En 1995, quand il y avait eu, souvenons-nous, le blocage à la suite des réformes Juppé, il y avait une opinion qui était derrière les appareils syndicaux. Aujourd'hui, les appareils syndicaux appellent à la grève, mais c'est vrai que pour l'instant, l'opinion ne suit pas ou regarde ça avec une certaine distance.
Donc ce jeudi que l'on nous annonce noir, finalement, ce ne sera pas un premier test pour l'exécutif? Si, ça sera un test. On verra combien il y a de manifestants, leur capacité à déborder leur soutien traditionnel, leur capacité également de blocage. Mais enfin, il faut bien voir que jusqu'à maintenant, les Français ont élu un président pour réformer. Le président réforme et qu'il l'aime ou qu'il l'aime pas, il trouve qu'il y a une certaine cohérence entre Emmanuel Macron candidat et Emmanuel Macron réformateur. Donc je crois que le problème n'est pas simplement sur la question du rythme, c'est sur la question de la méthode. Et là, on voit que le front est plus ouvert, que les appréciations sont plus mitigées. On le voit sur le terrain. Fallait-il avoir, par exemple, pour le statut de la SNCF, recours aux ordonnances ou non? Pour la réforme constitutionnelle, faut-il avoir recours au référendum ou non? Quelle dose de compromis avec les acteurs politiques, avec les acteurs syndicaux, les acteurs sociaux faut-il avoir? Ou est-ce qu'il faut s'efforcer de passer davantage en force? Là, sur la méthode, on le voit bien, tous les acteurs sont loin d'être d'accord. C'est une méthode effectivement un peu de passage en force, un peu bulldozer. Ça peut quand même avoir des conséquences. Il y a peut-être eu un premier avertissement lors du résultat des législatives partielles hier. Oui, alors ces législatives partielles sont un signe, en effet. Les candidats de La République En Marche sont en difficulté, en érosion, et parfois en érosion extrêmement sensible. Mais attention, quand on regarde le taux de participation à ces législatives partielles, ça doit rendre prudent. Toute une série de Français, pour l'instant, sont dans la position attentiste des abstentionnistes. Et on verra dans ces moments forts auxquels appellent certains syndicats, les moments de manifestation, et puis ensuite on verra qu'est-ce que les Français pensent de ce processus, par exemple, de grève perlée qui se met en place à la SNCF. On verra qui l'a emporté. Est-ce que ce sont les réformateurs et les réformateurs hâtifs? Est-ce que ce sont ceux qui ne veulent pas de réforme? Est-ce que ce sont les réformateurs plus prudents qui disent au fond il faut réintroduire un peu de souplesse et de temps long? On aura la réponse, j'allais dire, presque dans les jours ou du moins les semaines qui viennent. Alors dans cette frénésie de réforme, il y en a une qui nous intéresse particulièrement à Public Sénat, c'est la réforme des institutions. On voit qu'il y a un bras de fer clairement engagé avec Gérard Larcher, le président du Sénat. Il l'a encore redit hier sur Europe 1. Il y a toujours ces fameuses lignes rouges. Alors est-ce que l'exécutif va aller au bras de fer avec le Sénat? Alors, je ne crois pas que l'exécutif a intérêt au bras de fer. L'exécutif, pour l'instant, souffle alternativement le froid et le chaud. Monsieur Benjamin Griveaux tient des propos vigoureux, d'autres, comme le Premier ministre, tiennent des propos plus en rondeur. Et Gérard Larcher a répété dans son émission à Europe 1, oui au dialogue. Donc pour l'instant, on est plutôt dans un processus de dialogue, même si de part et d'autre, on dit ce à quoi on est viscéralement attaché. Et le président du Sénat a bien précisé dans sa conférence, il y a pour moi, dit-il, deux lignes rouges à ne pas dépasser, c'est l'affaiblissement du Parlement. Ça, pour ça, il n'en est pas question, d'où tout un débat autour, par exemple, de la réforme du droit d'amendement. Et là, on voit bien que le président du Sénat, mais bien au-delà du président du Sénat, de nombreux parlementaires, jusqu'au cœur même de la majorité, disent attention. Aussi. Voilà, le président de l'Assemblée nationale a dit qu'il n'était pas d'accord avec ce type de réforme. Et puis, du côté du Sénat, on le comprend bien, le Sénat, c'est la chambre, c'est le porte-voix des territoires, des collectivités. Et là, il y a une deuxième ligne rouge à ne pas dépasser, en particulier en ce qui concerne la baisse du nombre de parlementaires. On voit bien que le président du Sénat, ça n'est pas envisageable pour lui qu'il y ait des départements, par exemple, qui soient privés de représentation sénatoriale ou de représentation à l'Assemblée nationale. Pour la réforme de la SNCF, le gouvernement joue en quelque sorte l'opinion contre les syndicats. Est-ce que là, dans cette réforme des institutions, il va jouer l'opinion contre le Parlement? Alors, il peut jouer, en effet, c'est la tentation référendaire. D'ailleurs, quel référendum? Est-ce que c'est le référendum de l'article 89? Là, on est dans les clous, au fond, de la Constitution, puisque c'est l'article qui prévoit la révision constitutionnelle. Mais de toute façon, même si l'on passait par le référendum, il faudrait un vote dans les mêmes termes de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et puis, il y a quelque chose qui serait beaucoup plus provocateur. C'est le recours à l'article 11. Mais attention, là aussi, on peut avoir une partie de l'opinion avec soi,
Mais cette opinion, vous savez, elle est volatile. On le voit très bien dans toutes les périodes pré-référendaires. L'opinion évolue toujours beaucoup. Et là, la procédure de l'article 11, si jamais le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État se mettait à dire, ben voilà, c'est pas la procédure adéquate, là, à ce moment-là, le gouvernement qui, au départ, serait en position favorable, deviendrait peu à peu un gouvernement en position défavorable. En ce qui concerne la Corse, on apprend aujourd'hui que le projet d'article va reconnaître des spécificités corses, géographiques, sociales et économiques, qui seront contenues dans l'article 72.5. On voit que l'exécutif corse juge cette proposition du gouvernement très en deçà des attentes. Oui, très en deçà des attentes. L'exécutif corse, en effet, était pour des positions extrêmement avancées. Mais il faut savoir que des positions déjà... L'introduction d'une spécificité corse dans la Constitution pose problème. Aller plus avant, c'est véritablement se mettre à dos toute une série de forces, à droite, à gauche, au centre et ailleurs, qui de toute façon ne veulent pas qu'on aille plus loin en matière de reconnaissance des spécificités de la Corse. Un article, c'est déjà beaucoup. Il faut que l'exécutif corse et les forces qui le soutiennent soient raisonnables en la matière. Eh bien, merci beaucoup pour votre analyse, Pascal Perrineau. On va d'ailleurs retrouver Saveria Rojek pour une nouvelle réaction à cette réforme des institutions. Une réunion a lieu cet après-midi à l'Élysée entre Édouard Philippe et Emmanuel Macron. Et vous êtes avec Roger Karoutchi, sénateur LR des Hauts-de-Seine. Bonjour Roger Karoutchi. Bonjour. Merci de répondre à nos questions. Édouard Philippe qui rend donc sa copie aujourd'hui au chef de l'État, Emmanuel Macron, sur la réforme des institutions, réforme majeure. Alors il y a un hiatus entre la droite, entre les Républicains et les centristes. On le sait, c'est sur la dose de proportionnel. Gérard Larcher, président du Sénat, a dit hier 10%. Les centristes placent le curseur plutôt aux alentours de 25%. Quelle est votre position là-dessus ? Franchement, je trouve que 10%, ça va. Pourquoi ? C'est pas qu'on soit obsédé par 10%, 8%, 12%. D'ailleurs, nos amis députés, LR, eux, sont pour 0%. Mais jusqu'à 10%, on peut considérer qu'on ne change pas le système politique. Au-delà, ça change quand même la donne. Parce que 25%, c'est-à-dire éventuellement 100 sièges sur 400 à la proportionnelle, ça donne aux partis politiques beaucoup de pouvoir, ça en donne beaucoup moins au territoire. Vous changez la nature même de l'élection législative, vous changez la nature même de la relation au Parlement. Donc, le curseur, il faut savoir. Vous le placez plus à 10%. Ah oui, nettement. Moi, j'étais... Bon, traditionnellement, les gaullistes sont hostiles à la proportionnelle à l'Assemblée nationale, mais si on veut avancer pour trouver un accord, 10%, ça me paraît correct pour que les partis ne pouvant pas emporter de sièges au scrutin majoritaire soient représentés, sans pour autant changer la donne institutionnelle. Sur l'autre sujet, c'est le non-cumul des mandats. Alain Juppé, qui était notre invité ce matin, dit qu'il serait suicidaire de contester ce non-cumul. C'est vrai, et en même temps, c'est très compliqué. Moi, je n'arrive toujours pas à comprendre, je l'ai dit déjà au gouvernement, je n'arrive pas à comprendre qu'on ne fasse pas la distinction entre les mandats nationaux et les mandats locaux. On peut imaginer de dire, écoutez, 3 mandats de sénateurs d'affilée, ça va. Mais en même temps, comment dire 3 mandats de maire ? Alors on nous dira, bah oui, mais on va le dire pour les moins de 3500, pas un problème. Vous savez, quand vous êtes maire d'une commune de 5000, 10 000 habitants, que vous êtes très apprécié de la population, que vous êtes réélu facilement, allez expliquer à la population que vous ne serez plus le maire qu'il souhaite. Je trouve ça un peu curieux par rapport au suffrage universel et à la population. On doit pouvoir discuter. Voilà. Très rapidement, la limitation du droit d'amendement, le contingentement du droit d'amendement, est-ce que ça, c'est pas tout simplement une mesure de bon sens ? Non. Ça, je pense que le contingentement, en plus, le contingentement prévu, c'est-à-dire en fonction de la taille des groupes, est une atteinte évidente au droit d'amendement individuel. Et ça veut dire qu'en réalité, le parlementaire par lui-même n'existe plus, seul son groupe existe, ce qui est quand même la négation du travail d'un parlementaire. Roger Karoutchi, semaine sociale décisive pour l'exécutif, la grande mobilisation de jeudi du 22 mars. Est-ce que vous sentez une grande mobilisation sociale venir, pointer à un grand conflit social majeur contre les réformes de l'exécutif ? On sent bien dans le pays un peu de ras-le-bol. On l'a vu avec la manifestation des retraités, on voit avec ce qui se pointe pour la SNCF, avec la RATP solidaire, etc. Il y a un malaise, et que le gouvernement dise non, il n'y a pas de malaise, il n'y a pas de colère. Franchement, il faut regarder. Oui, il y a un malaise, une colère. Maintenant, est-ce que ça va vouloir dire un grand mouvement social type décembre 95 ? Je ne le crois pas, parce que la société a beaucoup changé, parce que le système a beaucoup changé, parce qu'il existe un service minimum, et parce que dans le fond,
les Français ne sont peut-être plus aussi disponibles pour des grèves. Le gouvernement qui présente en ce moment même ces mesures pour réformer l'assurance chômage, il fait le choix de durcir le contrôle des chômeurs. Vous ne pouvez pas être contre ce choix-là. Non, mais mieux contrôler ceux qui sont au chômage, parce qu'il faut éviter les dérapages, bien sûr. Culpabiliser ou rendre un peu critique la situation des chômeurs, c'est absurde. Faisons de la croissance, créons de l'emploi, et il n'y aura plus besoin de contrôler les chômeurs. Très bien, merci beaucoup. Merci Roger Karoutchi d'avoir répondu à la question. Merci. Merci à vous, Saveria. Et justement, vous venez d'en parler, le gouvernement ouvre le dossier sensible du contrôle des chômeurs. Les sanctions pourraient être renforcées pour ceux qui ne remplissent pas leurs obligations. Une réforme présentée comme la contrepartie de l'extension des droits aux démissionnaires et aux indépendants. Les explications d'Héloïse Grégoire. Renforcer le contrôle des chômeurs, c'était l'une des promesses de campagne du candidat Emmanuel Macron. Cet après-midi, la ministre du Travail va dévoiler le second volet de la réforme de l'assurance chômage devant les syndicats et le patronat. Parmi les mesures proposées, pour les demandeurs d'emploi qui ne sont pas assez actifs dans leur recherche, leur allocation pourrait être réduite de moitié pour une durée de 2 mois. Autre mesure, suite au refus de 2 offres d'emploi jugées raisonnables, les chômeurs risquent une radiation pour 2 mois également. Mais au contraire, la sanction sera allégée lorsque le chômeur ratera sans motif valable un rendez-vous avec son conseiller Pôle emploi. Syndicats et patronats sont d'accord pour rééquilibrer ces sanctions peu appliquées auparavant. Pour cet ancien directeur adjoint de Pôle emploi, ces mesures vont dans le bon sens, même si elles ne concernent que peu de chômeurs. Toutes les études montrent que 90 à 92% des demandeurs d'emploi cherchent réellement du travail. Donc, se focaliser sur le contrôle des demandeurs d'emploi est une chose qui peut médiatiquement être intéressante, mais qui, dans les faits, ne va pas rapporter l'équilibre des comptes. Muriel Pénicaud a déjà fait savoir que les effectifs des contrôleurs de Pôle emploi augmenteraient de 200 agents à 600 d'ici la fin 2018. Le projet de loi sera alors présenté en Conseil des ministres mi-avril et devrait être examiné au Parlement cet été. Et on ouvre le second débat de Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. J'ai le plaisir d'accueillir Sophie Taillé-Polian. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes sénatrice socialiste du Val-de-Marne. Sur ce plateau également, Julien Bargeton. Bonjour, vous êtes sénateur La République En Marche de Paris. Bonjour. J'ai également le plaisir d'accueillir François Omril. Bonjour, merci d'être avec Bonjour. nous. Vous êtes le président de la CFE-CGC. Et j'accueille enfin Alain Griset. Bonjour, vous êtes le président de l'Union des entreprises de proximité. Merci à tous les quatre. Première question pour vous, Sophie Taillé-Polian. Est-ce qu'il faut revoir finalement le système de barème des sanctions pour les chômeurs aujourd'hui? Écoutez, je crois que le premier problème dans ce pays, c'est de créer des emplois. Que les demandeurs d'emploi, pour un certain nombre, qui ont des problèmes de qualification ou alors qui sont dans des bassins d'emploi où l'emploi est trop rare. Le premier problème pour eux, c'est quand même de répondre à des offres. Donc ça me semble être quand même la première chose à faire. Et puis la deuxième chose à faire, c'est peut-être de renforcer Pôle emploi au lieu, comme l'a fait le gouvernement dans le budget 2018, de retirer environ 3800 postes. Et en plus, là, on va en mettre davantage pour contrôler des fraudeurs qui... Et tout le monde est unanime là-dessus, sont extrêmement minoritaires. Je crois que l'urgence n'est pas là. Julien Bargeton, c'est vrai qu'on a l'impression finalement que le gouvernement prend cette réforme de l'assurance chômage en maniant un petit peu le bâton et la carotte. La croissance, heureusement, repart et nous constatons des créations d'emplois, y compris dans des secteurs qui n'en créaient plus depuis des années en France, comme l'industrie. Mais ce qui est un peu choquant, je pense, c'est que à peine la croissance repartie, déjà les entreprises se heurtent à des difficultés de recrutement. Et ce qu'il faut, c'est accompagner les demandeurs d'emploi. Si on se place du point de vue moral de la fraude, etc., on n'aborde pas le sujet de l'assurance chômage du bon côté. Je crois que ce qu'il y a dans cet ensemble de mesures, c'est bien d'accompagner les chômeurs vers l'emploi avec un ensemble de droits et aussi un ensemble de devoirs, parce que parfois on peut être démobilisé, d'ailleurs à juste titre, pour chercher un emploi. Mais c'est vrai que seuls 14%, d'après les expérimentations, seuls 14% de demandeurs d'emploi ne sont pas en recherche active. Mais donc, ce qu'il faut, c'est cet ensemble, avec notamment la formation professionnelle, 15 milliards d'euros, pour finalement inciter, sous toutes ses formes, les demandeurs d'emploi à trouver des emplois qui leur conviennent. Et donc, c'est cela que nous souhaitons faire. Il y a forcément une dimension d'obligation en face de droits nouveaux, mais je crois que
l'ensemble du projet consiste bien à finalement aider de façon un peu nouvelle les demandeurs d'emploi à en retrouver. Et d'ailleurs, il y a aussi une confiance qui est faite à Pôle emploi, par exemple, plutôt que d'avoir une vision bureaucratique, eh bien de faire confiance aux conseillers pour adapter aussi leurs propositions, le fonctionnement du système à la personne qu'ils ont en face d'eux. Nous savons bien que les carrières changent, que les carrières sont moins linéaires, et il faut aussi que Pôle emploi, tout simplement, tienne compte des évolutions du monde contemporain. Avec des postes en moins imposés par le budget 2018, monsieur Bargeton. Aussi, mais Non, il n'y a pas de poste en plus, il y a 3 800 postes en moins dans le budget 2018, voté par vous-même. Alors, on va vous faire agir, François Ombril, à cette réforme. Il y a effectivement ce volet qui concerne le contrôle des chômeurs. Quand on voit aujourd'hui qu'il y a 200 000 offres d'emploi qui ne sont pas pourvues, est-ce que ça vous paraît un bon moyen, justement, de rendre en adéquation l'offre et la demande? Vous savez, le fait qu'il y ait des contrôles, c'est nécessaire. Mais ce qui se passe actuellement nous semble plutôt procéder de l'effet d'annonce. Notre analyse à la CFE-CGC, elle est la suivante. Elle est qu'il y a effectivement, et je pense que ça va dans le sens de votre intervention, il y a effectivement des problèmes de mobilité en France. Nous, syndicalistes, on voyage beaucoup en France. On va sur les sites des entreprises et on rencontre des personnes qui nous disent effectivement nous avons du mal à recruter à cet endroit. Et je crois que la question de la mobilité, elle est centrale. C'est la question de la mobilité géographique. Il y a certaines études qui nous indiquent que la mobilité géographique aujourd'hui pour les gens en France est peut-être plus faible qu'elle ne l'était il y a 20 ans ou il y a 40 ans. Je crois qu'il faut se poser la question de savoir pourquoi les gens sont moins mobiles, pourquoi est-ce qu'effectivement ils ont moins facilement accès à se loger, tout ça, ça contribue à créer des problèmes de mobilité. Et puis il y a aussi la question des offres d'emploi qui sont faites dans le dispositif de Pôle emploi et qui ne correspondent pas effectivement aux compétences et aux aspirations des gens. Et nous on pense à la CFE-CGC qu'il faut en terminer avec ce discours sur les offres non pourvues qui sont dans notre analyse, qui ne sont pas des offres sérieuses pour des travails vraiment qui sollicitent des compétences, qui permettent une évolution de carrière. Il faut très clairement qu'à Pôle emploi, on augmente la capacité de cet organisme à agir en soutien pour vraiment gérer des évolutions de carrière, pour conseiller les gens. Il faudra faire des contrôles. Moi, je dois vous dire, le fraudeur professionnel, vous savez, il y a des études qui nous le montrent, l'aléa moral en France, il est plutôt plus faible que la moyenne européenne, c'est moins de 1%. Et vous pouvez renforcer les contrôles comme vous voulez, le fraudeur professionnel, vous n'arriverez pas à l'attraper. Par contre, effectivement, en augmentant les contrôles, eh bien, on va arriver à attraper des gens qui sont un peu perdus dans le système. Et ce qu'il faut pour les gens perdus dans le système, il faut leur donner de l'accompagnement. Alain Griset, sur ce qui vient d'être dit, et notamment justement ce problème aujourd'hui de ces offres qui ne sont pas pourvues, alors qu'il y a de la création d'emplois qui se fait. Je pense qu'il est indéniable de dire qu'en particulier les entreprises que le 2P représente, les entreprises artisanales, commerciales et professions libérales, il y a dans nos secteurs des dizaines de milliers d'entreprises qui ne trouvent pas des salariés qui correspondent à leurs besoins. Lorsqu'on est dans une période où il y a un peu de reprise, et on peut espérer qu'elle continue, ça peut poser un vrai problème pour nos entreprises que d'avoir des marchés et de ne pas pouvoir y répondre. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est naturellement pouvoir trouver les salariés compétents pour développer nos entreprises. On pense qu'effectivement, l'accompagnement d'un certain nombre de chômeurs et leur formation sont des passages obligés pour réussir à répondre à cette équation, et que par ailleurs, si vraiment il y a des excès, il faut effectivement les sanctionner. Mais je crois qu'en réalité, beaucoup de chômeurs cherchent à trouver un emploi. Le tout, c'est qu'on puisse leur permettre de s'adapter, parce que la société évolue beaucoup, les emplois changent eux-mêmes, et que souvent, on a en face des personnes qui ne sont pas du tout adaptées à nos entreprises. Sophie Taillé-Polian, on sait que le gouvernement veut revoir cette définition d'une offre raisonnable d'emploi, en revoyant peut-être aussi les critères géographiques. Qu'en pensez-vous ? Écoutez, comme je l'ai dit, je pense que le problème, il est quand même d'abord dans le nombre d'emplois qui sont offerts et qui sont insuffisants par rapport au nombre de demandeurs d'emploi. Après, c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'offres d'emploi qui ne trouvent pas de salariés en face. Là, il faut, c'est vrai, que les salariés puissent éventuellement se former. Mais les entreprises doivent bien prendre en considération que quelqu'un qui a les compétences pour se former peut être embauché. Et là, il y aurait un accompagnement intéressant à mettre de la puissance publique pour faire en sorte que cet emploi soit pourvu. Mais ce n'est pas en culpabilisant les demandeurs d'emploi qui sont dans une situation parfois, et même souvent, et même presque tout le temps, difficile, soit stigmatisée, qu'on va résoudre le problème. Alors, l'emploi raisonnable. Mais je crois que si un emploi est raisonnable, pour un demandeur d'emploi, écoutez, il le prend. Parce qu'il faut arrêter. Ou alors, effectivement, comme disait monsieur, il y a quelques fraudeurs, mais qui sont, je dirais, tellement l'infime minorité qu'on va mettre davantage de moyens à aller
pourchassés et qui ferait mieux qui serait mieux utilisé auprès des gens qui sont dans une recherche réelle d'emploi, qui sont l'immense majorité. Moi, je voudrais revenir sur un autre point, parce qu'il a été dit que c'était en contrepartie de nouveaux droits. Les contreparties des nouveaux droits, pour qui sont-ils? Les gens, les démissionnaires et éventuellement les auto-entrepreneurs. Et on sait que cette promesse d'Emmanuel Macron, elle est remplie à minima. C'est un changement de logique important. C'est un changement de logique pour 20 000 personnes pour chaque dispositif. Donc c'est pas un changement de logique, c'est pas vrai. C'est une façon extrêmement limitée de répondre à une promesse de campagne. C'est vrai qu'au début, ça devait être ouvert à tous les démissionnaires. Là, on voit que ça sera les démissionnaires avec un projet de reconversion professionnelle bien précis. En ce qui concerne les professions libérales, les indépendants, ça sera pour ceux qui sont en liquidation judiciaire. Ça avait quand même des contraintes. On n'avait pas forcément compris ça pendant la campagne électorale. En tout cas, c'est un critère nouveau. Il fallait changer la logique de l'assurance chômage. On peut toujours ensuite voir où il faut mettre les curseurs au fur et à mesure. Mais c'est une première évolution importante dans le changement de la logique que des démissionnaires puissent commencer à avoir droit à l'assurance chômage. Je crois que le sujet de la formation professionnelle est très important et le gouvernement, en mettant 15 milliards, veut aussi orienter la formation professionnelle vers ceux qui en ont le plus besoin. Parce qu'il ne s'agit pas de culpabiliser qui que ce soit. Donc il faut accompagner les chômeurs pour qu'ils trouvent de l'emploi, mais il faut aussi que l'emploi corresponde aux formations des chômeurs. Et on avait en France un système pas toujours égalitaire ou parfois même inégalitaire, c'est-à-dire c'était déjà les mieux formés qui bénéficiaient en plus de davantage de formation. Là, il faut vraiment réinverser la logique pour que ce soit d'abord les demandeurs d'emploi qui bénéficient de la formation professionnelle. Il y a aussi la réforme de l'apprentissage. Vous voyez bien que tout cela va ensemble. Ça, c'est pour le plus long terme, pour aussi renforcer l'apprentissage. Si on reste sur la réforme de l'assurance chômage. L'assurance chômage, qui encore une fois, mais moi je partage ce qui a été dit d'ailleurs ici, c'est que c'est une question d'accompagnement et personne ne dit qu'il faille rendre les personnes responsables. Mais en revanche, le système, et notamment sur l'offre raisonnable d'emploi, il s'agit de la tourner plus vers le demandeur et le conseiller. Et on verra ce qui sort des propositions, mais l'objectif, l'orientation du gouvernement, c'est finalement que cette offre raisonnable soit aussi plus discuter en souplesse, en proximité avec le demandeur. Est-ce qu'il y a un recul du gouvernement sur la question de l'indemnisation, justement, des démissionnaires qui ne sera pas généralisée? Écoutez, moi je vais vous répondre franchement. Moi je pense qu'on a évité la catastrophe parce que nous, à la CFE-CGC, quand on a entendu parler de cette possibilité d'indemniser au même niveau que les autres tous les démissionnaires, on pouvait s'attendre au pire. D'abord pour les comptes de l'assurance chômage, qui paye et pourquoi. Et puis aussi, il faut considérer, vu du point de vue de l'entreprise, c'est que l'acte de démissionner est un acte qui parfois est un peu soudain. Quelqu'un qui, le matin, considère que on lui a pas parlé comme il faut, etc. Et que s'il n'a pas derrière son acte de démissionner la garantie d'être indemnisé pendant un certain temps, il y regarde à deux fois. Et vous savez, les conditions de travail aujourd'hui dans les entreprises sont pas si simples. Il y a un phénomène de désattachement. Il est constaté, il est mesuré de beaucoup de gens dans l'entreprise. Et ouvrir la possibilité pour les gens qui démissionnent d'être indemnisés au même niveau, sans un contrôle, sans des critères précis, c'était ouvrir la possibilité, peut-être, pourquoi pas, d'handicaper beaucoup les entreprises qui auraient perdu des bonnes compétences à ce moment-là et qui, pour certaines, auraient pu effectivement rencontrer des problèmes économiques. Donc nous, à la CFE-CGC, on est assez satisfait de ce qui a été trouvé. Même analyse, Alain Griset? Sur les démissionnaires, moi je partage ce que vient de dire François Aumeril. Je pense qu'effectivement, qu'un démissionnaire qui souhaite avoir un vrai projet, qu'il puisse bénéficier de l'assurance chômage, oui, à condition que ce projet soit formalisé. En dehors de ça, on risquait d'être dans une situation extrêmement dangereuse. En ce qui concerne les indépendants, d'abord, nous avons dit depuis le début que nous n'étions pas demandeurs d'un dispositif pour les indépendants. Le président de la République l'avait promis dans sa campagne, et nous avons indiqué qu'en tous les cas de cause, s'il le mettait en place, il fallait des critères d'accès et de droit qui soient limités. Parce qu'on ne peut pas faire open bar. Il y avait eu un chiffrage du ministère du Travail chiffrant à 14 milliards le risque potentiel du coût pour l'assurance chômage. Donc le fait qu'on puisse avoir, pour ceux qui ont vraiment une difficulté, après une durée d'exercice suffisante, et un chiffre d'affaires déclaré suffisant de pouvoir bénéficier de 6 mois d'assurance chômage, ça nous convient. Et en tout cas, je pense que la mesure telle qu'elle est maintenant calibrée correspond à un besoin et évite une catastrophe là aussi qui aurait pu être extrêmement périlleuse. Donc il fallait adapter effectivement aux situations. On ne démissionne pas
comme ça du jour au lendemain. Un travail, c'est aussi un environnement, des habitudes, etc. Et donc, le fait de pouvoir introduire cette possibilité tout en l'encadrant, c'est plutôt une bonne chose parce que on ne décide pas quand même de démissionner en arrivant un matin dans l'entreprise, même si on peut vouloir le faire et on réoriente un peu cette possibilité. On se dit, si on veut changer de projet, on est alors accompagné par l'assurance chômage. Moi, je trouve que c'est un pas qui est intéressant. Ouais, toutes ces mesures sont contenues dans un projet de loi intitulé « Liberté de choisir son avenir professionnel ». Est-ce qu'aujourd'hui, ça vous semble bien permettre une certaine liberté, toutes ces mesures ? Écoutez, non. Enfin, une liberté. Déjà, il y avait la rupture conventionnelle qui permettait souvent à des gens qui avaient un projet de pouvoir quitter une entreprise. Donc, globalement, pour ces gens-là qui ont déjà beaucoup de moyens de se projeter dans un projet, etc., les choses ne vont pas changer. On avait une promesse de campagne faramineuse, pharaonique, extraordinaire, vous allez voir ce que vous allez voir, et on se retrouve avec 2 fois 20 000 personnes au plus haut qui pourraient être touchées. Et on nous dit, ce sont des nouveaux droits, et en face, on va mettre des sanctions, on va mettre des choses, etc., parce que, soi-disant, pour compenser. Mais ce ne sont pas les mêmes personnes. Donc moi, je trouve ça très bien que les auto-entrepreneurs, je trouve ça très bien que les démissionnaires, pourquoi pas. Mais il ne faut pas dire que d'un autre côté, en contrepartie, on va contrôler davantage et enlever des moyens à l'accompagnement. Parce que ce qui se passe, c'est ça, en réalité, par exemple, à Pôle quand on rate une emploi. réunion. À Pôle C'est plutôt emploi, intéressant de cette dire, année, si on rate une à Pôle réunion, emploi, on n'est pas cette radié 2 année, mois. Ça, il y a c'est plutôt... moins de moyens pour l'accompagnement. Savez-vous que c'était un peu automatique et bureaucratique. 50% des demandeurs d'emploi qui devraient être en accompagnement renforcés n'ont pas de rendez-vous dans les 3 mois suivant leur inscription. Aujourd'hui, c'est la situation à Pôle emploi. Donc, passer de 200 à 600 personnes pour chasser les fraudeurs, alors qu'on sait qu'ils sont minoritaires, et dans le même temps baisser de 3800 postes, eh bien, écoutez, je pense que ça ne va pas dans le bon sens. C'est des effets d'annonce sur, on va être vertueux, on va lutter contre la fraude, et de nouveaux droits. C'est l'accompagnement des chômeurs. Dans les faits, on baisse les moyens à l'accompagnement. François Omri, Alain Griset, aussi sur la méthode du gouvernement, sur la consultation des partenaires sociaux, des syndicats. Est-ce que vous avez l'impression d'être suffisamment entendu, écouté ? Alors, un mot peut-être sur ce qu'on appelle les promesses de campagne. C'est devenu un peu le mantra de ce début de quinquennat. Vous savez, moi je suis le président d'une organisation syndicale qui représente l'encadrement, et nous on pense que la démocratie ne s'est pas arrêtée le 7 mai. Et que justement, faire l'exercice de la démocratie, c'est faire l'exercice aussi de se confronter avec les forces sociales que représentent les corps intermédiaires. La démocratie, elle doit être vivante. Et moi, ça ne me dérange pas que sur certaines promesses de campagne, certaines phrases qui étaient inscrites sur les flyers des meetings d'avant le 7 mai, on ait l'occasion d'y revenir et d'en discuter. C'est un peu ça quand même, la démocratie. Elle est vivante et il faut intervenir dedans. Donc moi, je suis un peu entre les deux par rapport à la méthode. J'ai toujours dit, je l'ai reconnu, que le gouvernement est très disponible, très disposé à nous écouter. Le président nous a reçus, ça n'est pas rien. Il a pris du temps pour nous recevoir, partenaires sociaux, il nous a écoutés. Et il arrive un moment où, c'est vrai, sur certains sujets... Vous êtes suffisamment associé aux arbitrages non, moi je dis qu'on n'est pas suffisamment associé. Moi je dis que sur certains sujets particulièrement sensibles, et notamment ceux qui touchent de façon substantielle la vie des salariés, le code du travail, son application, non, on n'a pas été suffisamment attendu. Et certaines réformes ont été faites sous un angle, de notre point de vue, beaucoup trop dogmatique, et que l'on n'a pas suffisamment pris en compte les points de vue du terrain que nous représentons. Vous êtes d'accord, Alain Griset ? Tout d'abord, une petite précision sur, madame, les indépendants. Ce n'est pas fléché sur ce que vous dites des auto-entrepreneurs. Non, il y a auto-entrepreneurs. Non. Auto-entrepreneurs, madame, c'est un régime fiscal et social. Ces gens sont aussi travailleurs indépendants. Et donc, ça concerne l'ensemble des indépendants. Tout à fait. Sur la méthode, d'abord, on est sur un projet de loi qui va prendre en compte l'apprentissage, la formation et l'assurance chômage. Donc, c'est un ensemble global. Et il y a eu des méthodes différentes utilisées par le gouvernement. Il y a eu sur... l'apprentissage de la concertation. Il y a eu sur l'assurance chômage de la concertation. Sur la formation professionnelle, c'était la négociation. C'est-à-dire qu'en ce qui nous concerne, lorsqu'il y a eu concertation, c'était mieux que quand il y a eu la négociation. Parce que la concertation nous a permis, aux uns et aux autres, de passer plus de temps en direct avec la ministre, avec son cabinet, et qu'en ce qui concerne notre organisation, on avait un certain nombre de mesures à proposer, il a fallu du temps pour les expliquer, c'était plus facile. La négociation, ce qui nous a gênés, c'est pas de négocier avec nos collègues, bien au contraire, on a passé du temps. Ce qui nous a gênés, c'est qu'au bout du compte, la négociation telle qu'elle a été faite n'a pas été reprise en totalité. Donc, il vaut mieux faire une concertation dans laquelle nos propositions sont reprises qu'une négociation dans laquelle il n'y a pas de suite. Alors, Julien Bargeton. Mais la démocratie, vous l'avez bien dit, c'est un ensemble. Donc on respecte les engagements qui ont été pris devant les Français,
Et en même temps, on écoute les propositions, les critiques, les remarques. Muriel Pénicaud reçoit très souvent les organisations syndicales et professionnelles, le Premier ministre également, le Président de la République. Donc il y a une vraie écoute et ensuite il y a un chemin entre la nécessité, c'est normal, de tenir compte des projets de transformation qui avaient été présentés aux Français, et puis de les amodier, les nuancer, prendre en compte des propositions nouvelles, comme ce qui est fait notamment sur l'assurance chômage. Donc voilà, ça a toujours été comme ça. Moi, je ne partage pas la critique qui dit qu'il n'y a pas de concertation. C'est pas vrai. On a vu beaucoup de rendez-vous, beaucoup de négociations. En revanche, tout n'est pas repris, c'est logique, mais les projets ont évolué. Ouais. Sophie Taillé-Polian, justement, sur cette méthode du gouvernement, passer de... Moi, ce que j'observe, c'est que quand il s'agit d'aider, je dirais, les entreprises, alors là, on est vraiment dans la rapidité, les ordonnances, etc. Par contre, quand il s'agit de s'intéresser quand même au sujet de la lutte contre les coups à court, là, on renvoie. Donc, dans cette méthode-là, il y a aussi le fait que des fois, on va vraiment très vite, on est vraiment efficacité... mais c'est rarement en faveur des salariés. Eh bien, on aura l'occasion d'en reparler. Merci à tous les quatre d'être venus sur ce plateau. Merci à vous. Comme tous les lundis, rencontre avec un sénateur. Aujourd'hui, nous allons dans l'Orne, terrain d'élection de Sébastien Leroux. Il veut allier, vous allez le voir, tradition et innovation afin de défendre son territoire. C'est un reportage de Clément Perrault. Putange-le-Lac, petite commune de l'Orne, un département rural de Normandie. Cette France-là, on l'appelle parfois France périphérique. Et cela a le don d'agacer Sébastien Leroux, maire de la commune et sénateur du territoire. Nous sommes ici dans ce que l'on appelle la ruralité, la France périphérique pour certains. Nous avons dans notre ADN des savoir-faire, des traditions et nous les valorisons grâce notamment à l'innovation de nos entreprises, de nos entrepreneurs pour créer de l'emploi, pour avoir une vraie vie sur ces espaces. Terre agricole spécialisée dans le laitier, l'Orne veut exister dans le secteur agroalimentaire. Face à la concurrence des grands groupes, les entreprises ici misent sur une qualité irréprochable, basée sur un savoir-faire traditionnel. Illustration avec la fromagerie Gillot, nous entrons ici dans la Mecque du camembert. Aujourd'hui, chez nous, les camemberts de Normandie sont encore moulés à la main. Chaque mouleur moule par jour 1100 camemberts. Ce qui représente 5500 coups de louche par personne et par jour. C'est vraiment l'expression de notre terroir et de notre territoire. Et là, nous sommes sur une entreprise qui valorise aussi des productions locales. Car Gillot mise sur une relation équitable avec les agriculteurs ornais. L'entreprise a signé des contrats cadres avec 96 producteurs AOP, des contrats avec des prix garantis qui répondent aussi aux attentes des nouveaux consommateurs. Ils souhaitent que l'ensemble des maillons de la chaîne soient rémunérés correctement. Et ça, c'est aujourd'hui, on le voit bien dans toutes les attentes consommateurs. Autre secteur traditionnel de l'Orne, le bois. Les forêts représentent 20% de la superficie du département, une ressource naturelle que certaines entreprises valorisent par l'innovation. Nous voici chez Tertu. Ici, on fabrique des glissières de sécurité pour les routes en alliage métal et bois. Alors c'est quoi comme type de bois en fin de compte? Alors nous travaillons uniquement le Douglas, qui est un bois de la région, qui a été planté après la guerre, et qui est un bois qui a la particularité, c'est d'être naturellement imputrescible dans son cœur. L'intérêt est écologique mais surtout esthétique et le concept s'exporte. Aujourd'hui, on trouve du bois de l'Orne sur les routes de Nouvelle-Zélande, de Chine ou des États-Unis. Enfin, le savoir-faire le plus réputé de l'Orne est sans doute sa filière équine. Voici sa vitrine, le célèbre Haras du Pin, une institution au service du cheval. On ne peut pas parler de l'Orne sans parler du cheval et on ne peut pas parler du cheval sans parler du Haras du Pin. De haras national, ce lieu est devenu un établissement public administratif. Il est désormais géré par le département et la région en plus de l'État. Longtemps discret, voire fermé, le Haras du Pin s'est ouvert et propose aujourd'hui des spectacles, des activités familiales, des compétitions ou encore un musée. C'est important que les gens se l'approprient, qu'ils en prennent possession, qu'ils le découvrent ou le redécouvrent. On est persuadé qu'il y a encore beaucoup de Normands qui ne savent pas tout ce qui s'y fait. À l'image des entreprises, cet établissement public a su se moderniser pour mettre en valeur la tradition d'un département qui ne veut pas baisser la tête devant les territoires plus urbanisés. La France à deux vitesses, pour le sénateur Sébastien Leroux, ne doit pas être une fatalité.
Bonjour Sébastien Leroux. Bonjour. On vient de voir dans ce reportage de Clément Perrault tous ces dispositifs en faveur de l'innovation. C'est par là que va passer l'avenir des territoires aujourd'hui? Oui, je pense que très clairement nos territoires ont une identité forte et notamment reposent sur des traditions, des savoir-faire qui se perpétuent, que nous avons en héritage. Ces savoir-faire et ces traditions doivent aujourd'hui, pour être un élément d'attractivité, être associés à de l'innovation, qu'elle soit économique, qu'elle soit territoriale, publique, toutes sortes d'innovations qui viennent s'agréger et développer justement tout ce tissu économique et public de nos territoires. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui à ces territoires pour se développer selon vous? Nous avons déjà fait beaucoup sur l'ensemble des territoires. Après, il faut réussir à mettre tout ceci en musique, comme on dit. Il faut réussir à créer de la concertation, des éléments de communication. C'est ce qui se passe d'ailleurs avec des développements de toutes les infrastructures routières, numériques, toutes les questions liées par exemple à la démographie médicale et à la désertification contre laquelle nous essayons de lutter, qui participent au cadre de vie parce que nous avons des identités de territoire, nous avons un cadre de vie et par l'innovation, nous essayons de poursuivre ce développement de nos territoires que nous aimons tant. Qu'attendez-vous justement du gouvernement pour insuffler une certaine dynamique dans les territoires? Est-ce qu'ils sont suffisamment défendus, préservés aujourd'hui? Je crois qu'il faut surtout partir des expérimentations. C'est une règle à mon sens pour pouvoir atteindre la réussite. Partir vraiment de ce que l'on peut faire sur nos territoires, expérimenter, vérifier ce qui marche moins, essayer de trouver des correctifs, mais vraiment regarder ce qui à la base fonctionne bien pour en faire un exemple et ne pas venir caler ou calquer en tout cas des modèles qui peuvent être des modèles nationaux, des fois un peu trop théoriques. Quand on parle de France périphérique, c'est un faux débat selon vous? Est-ce qu'il y a vraiment une fracture territoriale présente en France? Elle existe, ce n'est pas du tout un faux débat. Je crois vraiment qu'il y a cette différence contre laquelle en tout cas j'essaie moi de lutter pour pouvoir avoir les mêmes espoirs, les mêmes possibilités, que l'on soit d'un côté ou de l'autre du périphérique. Et je crois que tous les territoires ruraux aujourd'hui se battent pour justement arriver à ce même niveau et à faire entendre cette voix au niveau national. Il y a au Sénat une mission d'information sur la revitalisation des centres-bourgs. Est-ce que vous attendez des éléments en particulier de cette mission d'information? Oui, je crois, comme je viens de le dire, que sur la base d'éléments concrets, nous pourrons alimenter les travaux de cette mission et d'autres missions qui se penchent sur ces questions du développement local, du développement rural et national de façon générale pour pouvoir avancer tous ensemble et avoir une bonne homogénéité dans le développement national. On a vu dans la première séquence cette question du camembert de Normandie. On sait qu'il y a une polémique en ce moment. Est-ce qu'il doit être au lait cru, au lait pasteurisé? On sait que l'AOP a été élargie justement au camembert à base de lait pasteurisé. Qu'en pensez-vous? Il y a ces deux piliers. C'est vrai que, comme vous l'avez bien compris, avec l'entreprise locale que je vous ai fait visiter, cette production au lait cru à ma préférence, mais j'ai bien compris qu'il fallait élargir la question et l'ensemble des professionnels se sont entendus sur cette notion. Donc je crois que maintenant il faut leur faire confiance tout en valorisant au mieux la qualité, parce que je crois qu'au-delà de toutes ces questions, la question c'est la qualité. Et comme l'a dit la chef d'entreprise tout à l'heure, la bonne organisation sur le territoire, avec notamment dans cet exemple une contractualisation avec l'ensemble des agriculteurs qui travaillent pour cette entreprise, avec des prix garantis et une qualité en retour. Et je crois que c'est un modèle à suivre. Certains y ont vu la mort du vrai camembert de Normandie. Non, je crois que ce n'est pas la mort du vrai camembert de Normandie. Il faudra peut-être un élément différenciant. Et je pense que quand on parle justement de toutes ces notions de qualité, ça permet de différencier peut-être à un moment ou à un autre. Il y a aujourd'hui un grand débat sur la révision constitutionnelle et la réduction du nombre de parlementaires. Quel doit être le seuil, selon vous, de représentation par territoire? Je crois que la nécessité, c'est que l'ensemble de nos territoires ruraux puissent être représentés comme il se doit dans les hémicycles, et notamment dans cet hémicycle ici au Sénat, puisque nous sommes l'émanation de nos territoires, de nos collectivités. Je n'ai pas de chiffres précis, mais je crois qu'il y a en effet dans les propos du président Larcher un certain nombre d'indications qui sont données en dessous desquelles il ne faudrait pas trop descendre. Un sénateur par département, c'est suffisant selon vous pour assurer une proximité avec les citoyens? Je crois très clairement qu'aujourd'hui, ça n'est pas la maille la meilleure. Il suffit de prendre l'exemple de mon territoire, qui est très étendu, où un sénateur pour l'ensemble de nos collectivités risque d'apporter un certain nombre de problématiques, notamment de liens. Il y a eu aussi également la règle de non-cumul sur les mandats. Aujourd'hui, si on veut bien maintenir ce lien, puisque nous n'avons plus cette possibilité d'avoir d'autres mandats exécutifs locaux, il faut passer du temps pour voir nos élus, nos représentants. Et donc,
il ne faut pas descendre de trop sur le nombre de représentants de nos territoires, de nos départements. Mais vous êtes malgré tout d'accord pour une réduction du nombre de parlementaires en général en France? De façon générale, j'ai un avis plutôt réservé sur le sujet. J'attends la discussion, de pouvoir en savoir plus et de pouvoir échanger un peu plus sur cette problématique, puisqu'on a priori est plutôt négatif au départ. Eh bien, merci beaucoup à Sébastien Leroux d'être venu sur le plateau de Public Sénat. Merci à vous. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 18h, l'épreuve de vérité. Invité ce soir Hervé Morin, président de Région de France. Très bonne soirée à tous et à demain.